Première partie, s'initier à l'audit interne. 1 à 2 Le champ d'application. En réalité, tout est affaire de classement et dès lors que l'on est clair sur la philosophie du classement, les mots trouvent tout naturellement la place qui leur revient. Tout comme la technique comptable distingue les dépenses par nature et les dépenses par destination, critère de la distinction entre comptabilité générale et comptabilité analytique, de même l'audit interne distingue un classement par objectif, ou par nature, et un classement par destination. Le classement par objectif correspond au développement historique de la fonction, laquelle s'est assignée au tout début des objectifs simples, puis les a progressivement complexifiés pour arriver à la situation actuelle. Cette évolution des objectifs peut être schématisée en 3 étapes, 3 phases essentielles de développement non encore achevées. A. L'évolution reconnue. L'audit de conformité. À cette période correspond la démarche simple et traditionnelle de l'auditeur et qui va consister à vérifier la bonne application des règles, procédures, description de poste, organigramme, système d'information, en bref, il va comparer la règle et la réalité, ce qui devrait être et ce qui est. Autrement dit, il va travailler par rapport à un référentiel et c'est en cela que son travail est relativement simple. Avec les manquements graves et répétés aux différentes législations et réglementations, constatés récemment, l'audit de conformité semble bien prendre une importance accrue et est toujours d'actualité. Comparer la réalité au référentiel proposé c'est doubler d'une approche nouvelle, l'audit d'efficacité. L'audit d'efficacité. Progressivement, on est allé plus loin dans les objectifs assignés à l'auditeur interne. Étant devenu un spécialiste du diagnostic, de l'appréciation des méthodes, procédures, analyse de poste, organisation du travail, l'auditeur a pris l'habitude d'émettre une opinion, non plus seulement sur la bonne application des règles, mais également sur leur qualité. Telle procédure est-elle opportune? Superflue? Désuète? Inutilement compliquée? Inutile? Incomplète? Inexistante? Et ce questionnement s'est peu à peu imposé au fur et à mesure que l'auditeur interne approfondissait son analyse dans la recherche des causes. Il n'y a plus alors de référentiel clair et précis, ou plutôt le référentiel devient une abstraction, résultante de l'appréciation de l'auditeur interne sur ce qu'il considère comme devant être la meilleure des solutions possibles, la plus efficace, la plus productive, la plus sûre. Lorsqu'on parle d'audit d'efficacité, on va au plus simple englobant à la fois les notions d'efficacité et d'efficience. C'est pourquoi il serait plus cohérent de parler d'audit de performance, mais le vocable audit d'efficacité est maintenant entré dans la pratique et le langage. Il est toutefois utile de le décomposer en rappelant le sens des deux termes. L'efficacité, dont le critère est l'atteinte des objectifs fixés, et plus généralement la réponse adéquate à l'attente. L'efficience, dont le critère est de faire le mieux possible, ce qui exige la meilleure des qualités quant aux connaissances, le savoir, aux techniques, le savoir-faire, au comportement, le savoir-être, et à la communication, le faire savoir. B. L'évolution en question. Précisons au départ, et afin d'éviter un contresens, que l'on parle d'audit de management et non pas d'audit du management. L'audit de management. Il ne s'agit pas, comme certains peuvent le penser encore, d'auditer la direction générale en portant un quelconque jugement sur ses options stratégiques et politiques. En aucun cas, l'auditeur ne peut s'intéresser au fond des choses, ce ne sont pas ses objectifs et il n'a pas la compétence pour le faire. Il faut donc dire et répéter que l'existence d'un service d'audit interne n'altère en rien la liberté de choix et de décision des directions générales. En revanche, observer les choix et les décisions, les comparer, les mesurer dans leurs conséquences et attirer l'attention sur les risques ou les incohérences relève bien de l'audit interne. L'auditeur va regarder dans quelle mesure la politique mise en œuvre est en ligne avec la stratégie de l'entreprise ou avec les politiques qui en découlent. La politique d'entretien est-elle cohérente par rapport à la politique d'investissement? La politique de publicité est-elle en harmonie avec la politique de marketing et celle-ci dans la ligne stratégique définie par la direction générale, etc. Ainsi se définit l'audit de management. Cette conception de l'audit de management apparaît donc d'une utilisation périlleuse, elle nécessite à l'évidence un grand professionnalisme, une bonne connaissance de l'entreprise et une autorité suffisante pour être écouté des responsables quant aux recommandations susceptibles d'être formulées dans ce domaine. Cet audit de management est en fait exercé par des responsables d'audit interne, des chefs de mission ou à tout le moins par des auditeurs très confirmés. L'audit de stratégie. Allant au-delà, et partant de ces différentes conceptions, on commence à parler d'audit de stratégie,
conçu comme une confrontation de l'ensemble des politiques et stratégies de l'entreprise avec le milieu dans lequel elle se situe pour en vérifier la cohérence globale. Cette conception confirme la pétition de principe en vertu de laquelle l'auditeur interne ne saurait en aucun cas prétendre apprécier les politiques et stratégies, son rôle se limite à souligner éventuellement les incohérences et à en rechercher les causes. Observons cependant que ces simples révélations peuvent conduire la direction générale à modifier au fond tel ou tel point pour retrouver une cohérence globale. Il s'agit là d'audits de haut niveau, exigeant des compétences sérieuses et qui, en dépit des déclarations, ne sont encore pratiqués que par quelques-uns. Il est certain que cette ultime étape en cours de développement laisse présager des conceptions plus élaborées de l'audit interne. Les avancées pressenties sur l'audit du gouvernement d'entreprise prennent place dans ce contexte. C'est le conseil. La mission de conseil, porte ouverte par la nouvelle définition de l'audit interne est strictement balisée dans les normes professionnelles. La mission de conseil ne se confond pas avec les recommandations des missions d'audit, lesquelles s'appuient sur des constats de dysfonctionnement. Ce sont des missions spécifiques, nommées comme telles et devant être si possible définies dans un accord écrit. On distingue en fait les missions formelles, planifiées et faisant systématiquement l'objet d'un accord écrit, les missions informelles telles que participation à des comités, les missions exceptionnelles, opérations de fusion-acquisition par exemple, les missions en situation de crise. Conclusion: le classement par nature d'audit ou par objectif correspond aux 4 catégories précédemment analysées. Audit de conformité et régularité, audit d'efficacité, audit de management et audit de stratégie. À ces 4 catégories correspondent des audits que l'on peut qualifier par destination, qui correspondent aux différentes fonctions de l'entreprise et qui, pour cette raison, sont dits opérationnels. Ils concernent toutes les activités de l'entreprise, y inclut bien évidemment la fonction comptable et financière, mais avec pour objectif d'examiner la façon dont elles sont opérées. Il y aura donc autant de catégories d'audits opérationnels que de fonctions.